Fièrement posée sur la proue d'une galère, la silhouette grandiose de la victoire de Samothrace se découpe à l'entrée du Louvre sur le palier du grand escalier d'Aru, où elle fut installée en 1884. Une vingtaine d'années auparavant, le vice-consul de France à Andrinople, Charles Champoiseau, avait eu l'occasion de visiter les ruines imposantes qui s'élevaient sur l'île de Samothrace, au nord-est de la mer Égée. Revenu en 1863, avec quelques terrassiers pour explorer un grand portique, ses yeux s'arrêtèrent sur un morceau de marbre blanc qui émergeait à peine du sol, non loin de là. Il s'agissait d'un sein de femme, du plus admirable travail, selon l'expression de Champoiseau lui-même. Le dégagement du bloc révèle alentour tout un ensemble de fragments. Certains, sculptés dans le même marbre de motifs de draperie ou de plumes, imposèrent d'emblée l'image de la victoire, que les Grecs avaient coutume de représenter comme une femme ailée. Les autres, taillés dans un calcaire plus sombre, en dehors des 6 blocs qui formaient clairement le support de l'ensemble, demeurèrent un moment énigmatiques. C'étaient les parties de la proue du navire qu'on n'identifia que plus tard. Après accord avec l'ambassade de France auprès des autorités ottomanes, qui contrôlèrent l'île jusqu'en 1913, les pierres furent expédiées vers la France, par plusieurs envois jusqu'en 1891. Mais l'histoire des fragments ne s'arrête pas là. Bien que toute tentative pour retrouver la tête et les bras se soit révélée infructueuse, une campagne de fouilles américaine en 1950 mit au jour la paume de la main droite avec la phalange supérieure de l'annulaire. La main fut complétée par la partie inférieure du même doigt et le pouce, rapportée bien avant au musée d'histoire de l'art de Vienne par une mission autrichienne. L'ensemble est aujourd'hui au Louvre. Outre l'absence de la tête et des bras, la reconstitution du grand ex-voto a dû s'accommoder d'importantes lacunes, comme celle de l'aile droite, entièrement recomposée par une copie de l'autre, et celle d'une partie de la poitrine refaite en plâtre. Les dernières investigations sur le site ont également jeté quelques lueurs sur la situation du monument, qui se découpait dans un véritable paysage architectural. Au-dessus du théâtre, sur l'écran des collines, la Victoire et sa proue étaient dressées sur une plateforme carrée de 10 mètres de large, exhaussée par 3 gradins en calcaire et encadrée sur 3 côtés d'un mur de soutènement. L'installation de la statue lui avait affecté une position oblique, en telle sorte que l'œil l'appréhendait de 3/4, dans un majestueux élan vers la gauche qui donnait son plein effet au ruissellement des plis et à la superbe envergure des ailes dont la généreuse silhouette équilibrait l'image. C'est ainsi que s'explique le peu de détails avec lequel la partie droite de la figure a été traitée. Cette intervention du pittoresque, l'importance du cadre naturel dans le calcul des effets disent déjà, avant tout autre examen, que l'œuvre s'ancre dans la période hellénistique, dont la sensibilité s'ouvre aux valeurs de la mise en scène. Que la femme ailée de Samothrace fut une victoire, personne n'en a jamais douté. Cette séduisante allégorie, l'art grec la propose dès l'époque archaïque. On la découvre non seulement dans le registre de la sculpture, mais aussi parmi les objets en bronze ou en terre cuite. À la solennité du marbre du Louvre répond la troupe légère des figurines de Myrina, qui développe à l'infini des variations ornées sur le thème de la victoire. Quant à son association avec les choses de la mer, elle apparaît comme naturelle dans une civilisation où la destinée des uns et des autres s'est si souvent jouée sur le pont des vaisseaux. Nombreux sont en effet les monuments qui commémorent des succès militaires remportés sur les flots, d'Épidore à Lindos, de Thasos à Cyrène, disséminés avec quelque incertitude entre le IVe siècle avant Jésus-Christ et l'établissement définitif de la puissance romaine sur le monde grec.
Le caractère insigne du document de Samothrace a incité les exégètes à l'associer à un événement militaire important. Mais les batailles sont si nombreuses, et le désaccord des exégètes est tel que la date du monument a oscillé dans les 3 siècles qui couvrent la période hellénistique. C'est ici qu'il convient d'évoquer les monnaies éditées par certaines cités à l'occasion d'un succès naval. Parmi les frappes qui reproduisent l'image de la proue d'un navire, où Apollon parfois remplace la Niké, la plus renommée commémore la victoire remportée au large de Salamine de Chypre par Démétrios Polyorcète, le preneur de ville, sur Ptolémée, au cours des luttes intestines qui opposèrent entre eux, à partir de la fin du IVe siècle, les compagnons d'Alexandre ainsi que leurs successeurs. La rencontre parut si séduisante que l'on n'hésita pas à décrire la victoire de Samothrace comme le monument érigé par Démétrios pour célébrer sa gloire en 306 avant Jésus-Christ, et la monnaie comme son écho en mineur où Niké embouche la trompette. Mais la reconstitution probable du geste et le style de la figure ne pouvaient s'accommoder d'une telle interprétation, non plus que le type du navire. Telle qu'elle est conservée, la proue du bateau en 3 assises superposées décrit encore la carène, sans doute armée à l'avant des 3 pointes de l'éperon. Les caissons à rames où s'ouvrent les sabords de nage. L'amorce de l'éperon auxiliaire et du stolos, pièce saillante de l'étrave, les moulures couronnant la muraille extérieure du navire et la partie interne de son bord. La dalle moderne qui surélève la statue n'est là que pour la mieux faire voir. Une proue de ce type appartient selon toute probabilité à un navire de guerre de l'âge hellénistique, la Triémiolia, bâtiment léger de 2 rangs et demi de rameurs, dont l'efficacité est augmentée par l'avancée des caissons sur la mer. D'aucuns y voient un modèle de galère utilisé par les gens de Rhodes, dont la marine puissante a souvent livré bataille sur les eaux grecques. Cette conjecture pourrait être étayée par l'importance du rôle joué par la grande île dans le monde insulaire, que répercuterait la majesté de la composition. Elle pourrait l'être encore par la nature du calcaire de la proue, que l'on dit importé de Rhodes, et par un fragment inscrit venu avec l'envoi de Samothrace, où l'on déchiffre la dernière lettre d'un nom de sculpteur suivi de l'épithète Rhodios, le Rhodien. Ce fragment, malgré la petite taille des lettres, serait, selon certains, un morceau de la dédicace de la victoire. Quant au succès immortalisé par l'œuvre, ce pourrait être la bataille de Sidée, en 190 avant Jésus-Christ. Le nom de Rhodes vient aussi aux lèvres dès que l'on envisage la statue. Celle-ci nous donne à voir, sur la belle silhouette qui résiste triomphalement au vent de la mer, la plus magistrale étude de drapé de l'art grec. La femme ailée vient de prendre contact avec le pont du navire, encore toute bruissante d'ailes. Les puissants trémiches brassent l'air qui gonflent et fait claquer les pans arrière du vêtement. D'une généreuse enjambée, elle engage vers l'avant tout son corps, dont les formes robustes, fouettées par les embruns, sont soulignées par la draperie qui s'y plaque et les plis qui ruissellent en cascade contrariée. La tunique à haute ceinture devait couvrir, elle révèle. Son étoffe, comme celle du manteau qui a glissé et bouillonne sur la hanche droite, en trahissant l'opposition des éléments, célèbre le succès du mouvement. Tous les effets concourent à magnifier la vision, où le maître est parvenu à allier la vigueur et la grâce, la solidité de l'aplomb et la légèreté de la pose. Loin de fragmenter l'image, les multiples faisceaux de plis, par les subtiles réponses qu'ils se donnent les uns aux autres, renforcent l'unité de l'élan qui, parti de la jambe gauche, traverse le corps à la fois souple et tendu pour s'épanouir dans l'élévation du bras droit. La relation qui avait été hâtivement établie avec la monnaie de Démétrios avait entretenu l'idée d'une victoire sonnant de la trompette. L'amas retrouvée oriente vers un geste moins précis. Ouverte et vide, elle doit manifester l'annonce de l'événement à l'intention de l'observateur vers lequel se tournait le visage de la victoire,
comme le montre l'arrachement du cou. Accompagnant l'attitude, les plis en accentuent le rythme, rehaussant la torsion du buste, à laquelle résiste l'épaule droite en position à la fois haute et ouverte, d'où le superbe déploiement de la poitrine et du bassin. Or, cette relation privilégiée entre les effets variés du drapé et l'architecture d'un organisme vivant se retrouve fréquemment sur les statues féminines que l'on attribue à la grande école de sculpture qui a fleuri à Rhodes dans le cours de la période hellénistique. Ce n'est pas la première figure féminine en mouvement que la plastique grecque propose. Le thème statuaire de la femme drapée, saisie dans un élan, est connu dès l'archaïsme. Et maintes représentations de la déesse Artémis, presque toujours animées, prélude à l'étude de la victoire. La création hellénistique, sensible au réalisme du mouvement, reprend ce motif avec enthousiasme, comme en témoigne une petite statuette du Louvre représentant Athéna et la grande figure de la même déesse sur la frise de l'autel de Pergame, dont les reliefs suivraient de peu l'érection de la victoire. Celle-ci et la frise, très différentes en bien des points, entretiennent néanmoins des affinités profondes. Sur la frise, les dieux vainqueurs des géants font triompher l'ordre sur le chaos. La victoire, elle, convertit les hurlements de la tempête en accords harmonieux. Le sculpteur inconnu, au-delà de l'occasion que nous hésitons encore à nommer, propose dans ce héros du matin que décrivait André Malraux l'un des symboles les plus vivants et les plus inspirés de l'hellénisme. Andrinople, Charles Champoiseau, avait eu l'occasion de visiter les ruines imposantes qui s'élevaient sur l'île de Samothrace, au nord-est de la mer Égée. Revenu en 1863, avec quelques terrassiers pour explorer un grand portique, fièrement posé sur la proue d'une galère, la silhouette grandiose de la victoire de Samothrace se découpe à l'entrée du Louvre sur le palier du grand escalier d'Aru, où elle fut installée en 1884. Une vingtaine d'années auparavant, le vice-consul de France, ses yeux s'arrêtèrent sur un morceau de marbre blanc qui émergeait à peine du sol, non loin de là. Il s'agissait d'un sein de femme, du plus admirable travail, selon l'expression de Champoiseau lui-même. Le dégagement du bloc révèle alentour tout un ensemble de fragments.